Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des 100 questions du capital investissement. Cette fois-ci, un épisode dédié à l'univers passionnant des startups. Et pour en parler, comme d'habitude, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir avec moi en studio M. Farid Moufdel qui nous accompagne depuis le début de cette série. Bonjour Farid. Bonjour Adil. Et puis, invité surprise, cette semaine avec nous, on a l'immense plaisir d'accueillir un spécialiste de la question. Il s'agit de M. Tariq Hadi qui est président de Azure Innovation Fund, une société de gestion de fonds spécialisée dans les startups. Il partagera avec nous son expérience là-dedans. C'est Tariq, bonjour. Bonjour Adil, bonjour Farid. Marhaba bik avec nous. Alors, épisode vraiment qu'on attendait depuis un petit moment, parler de cet univers des startups, voir ce qui se passe sur ce segment du marché du capital investissement. On va essayer de décortiquer ça avec vous, c'est à l'air. Peut-être pour commencer justement, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit topo de ce segment-là, les startups? On est sur quel niveau d'investissement, sur quel niveau de rentabilité? Est-ce que c'est un marché assez liquide? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Le marché du capital risque connaît depuis l'initiative Innov Invest une dynamique certaine qui se traduit et sur le plan de la demande en capital risque et sur le plan de l'offre. Alors sur le plan de la demande, le deal flow, le nombre de startups se renforce grâce à un tissu de structures d'accompagnement de plus en plus expertes et surtout de plus en plus spécialisées par stade de développement. Okay. Idéation, incubation, pré-accélération, accélération. Et aujourd'hui, il y a près de 500 startups qui ont été accompagnées d'une manière ou d'une autre par les dispositifs Innov Invest. Et l'ADD, l'Agence de développement du digital, recense 380 startups actifs en technologie. Okay. À l'intérieur des 500? Oui, à l'intérieur des 500. À l'intérieur des 500. Les technologiques, disons, et celles qui font de l'innovation large. Okay. 380 à l'intérieur des 500. Face à cela, l'offre s'est renforcée à travers 10 fonds aujourd'hui de capital amorçage ou capital risque. Il y en avait 2 ou 3 maximum avant l'initiative Innov Invest. Innov Invest a permis de lever 1 milliard de dirhams. C'était l'objectif qu'on s'était fixé dans la commission amorçage avec la présence de Tim Wilcombe au lancement d'Innov Invest. C'est fait. Plus d'1 milliard ont été levés par les fonds Innov Invest. Innov Invest a joué un rôle de catalyseur, parce qu'elle a permis à d'autres initiatives de venir, elle a ouvert un marché, donc ça a donné envie. Elmeda Venture, 212 Founders, l'UM6P Venture, etc. Et puis aujourd'hui, on constate un attrait pour les VC internationaux. On le voit juste avec l'ampleur que prend le GITEX. Résultat, à fin 2023, vous avez 943 millions de dirhams qui ont été investis par des sociétés de gestion membres de l'AMIC pour 121 actes d'investissement. Okay. Vous avez en 2024 une levée par les startups marocaines de 70 millions de dollars, n'est-ce pas? Et contre 17 millions en 2023, dans un marché africain en régression de 25%. Donc ce qui a fait qu'on a... On part de marché, on s'améliore. On est devenu 5e. Okay. On est devenu 5e en 2024. Et 2025 s'annonce encore meilleur parce qu'il y a d'abord la maturation de l'écosystème. Et qui dit maturation dit augmentation du ticket moyen d'investissement. On investissait 2 millions aujourd'hui, on est plus autour de 10 et on ira jusqu'à 20 parce que l'écosystème mûrit. Il y a l'internationalisation de nos startups. Oui. Et des fonds d'investissement qui maintenant peuvent les accompagner à l'international, ce qui n'était pas le cas au début. Et puis, il y a les effets attendus du Digital Morocco 2030, qui, comme vous le savez, prévoit 10 gazelles, c'est-à-dire un taux de croissance à 2 chiffres pour 2026, avec l'accompagnement de l'État, et 1 ou 2 licornes, c'est-à-dire des startups évaluées à près d'1 milliard de dollars. De licorne à horizon 2030 ou dès 2026? Les licornes dès 2026. Okay. Parce que c'est de ces licornes, les gazelles, c'est 2026. Parce que c'est
une ou deux de ces gazelles qui devraient devenir en 2030 une licorne. C'est impressionnant quand même cet effet Innovinvest sur le Oui, marché. catalyseur. Et puis, il y a aussi le boost que va apporter le fonds Mohamed VI, appuyé par CDG Invest et par Temwilcom, qui va dérisquer partiellement les investisseurs dans les nouveaux fonds, sous-fonds du fonds Mohamed VI, qui seront aussi segmentés. Okay. Il y aura du pré-seed, du seed et de la pré-série A. Très bien, excellent. Alors pardon, vous avez posé aussi la question du rendement et des sorties. Tout à fait. Ça c'est important. Aujourd'hui, le marché n'a pas suffisamment de recul. À ma connaissance, aucun des fonds VC de l'initiative Innovinvest n'a été liquidé pour pouvoir faire les remonter aux investisseurs, pour qu'on puisse calculer un TRI investisseur. Donc aucun. Et puis les sorties, les désinvestissements de ces fonds sont encore il n'y en a pas, à ma connaissance. Pour les fonds Innovinvest, aucun n'est sorti. Mais vous avez des TRI calculés par des indépendants à vos reports. Excellente question. Nous sommes obligés d'évaluer le portefeuille par des indépendants pour nos reporting aux investisseurs. Si on vend aujourd'hui ces participations à cette valeur évaluée par des indépendants, nous avons des TRI de 10, 25, voire de 5 ans. Sachant que certaines vont mourir. Bien sûr. Merci Tarek. Donc tu as parlé d'un classement 5e sur le marché africain qui correspond à peu près à un classement PIB aussi Maroc. Donc on est entre 5e, 6e après l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie et d'autres pays. Si on prend le marché du capital risque, quelles mesures à mettre en place pour devenir 2e, 3e, voire 1er du marché africain? Oui, excellente question. Pour avoir du capital risque qui prospère, il faut des startups qui prospèrent. Aujourd'hui, si on investit moins que les Big Four, Kenya, Afrique du Sud, Égypte et Nigeria, c'est parce que ce n'est pas les ressources qui manquent. On vient de voir toutes les ressources disponibles. C'est plus du papier, des cibles qui soient de taille mondiale pour attirer des VC mondiaux. Et le stock de 380 start-up technologiques recensées, tout honorable soit-il, ne fait pas une masse critique pour sortir 10 gazelles d'ici 2026 et encore moins une ou deux, ce n'est pas suffisant. Donc il faut renforcer notre système d'innovation au Maroc en amont, pour pouvoir alimenter ce pipe. Donc un système éducatif qui, dès l'enfance, promeut l'initiative, la collaboration, le travail en équipe, la créativité, l'autonomie. Oui. Chose qu'on constate même chez quelques promoteurs qui n'ont pas tous ces aspects-là, et ce sont des choses qui s'apprennent très tôt. Un système universitaire et de recherche scientifique qui permettent des innovations deep tech ou de rupture qui puissent intéresser des marchés mondiaux pour lever la contrainte du petit marché. On a un petit marché et nos startups vont plus chercher des concepts innovants ailleurs pour les adapter au petit marché marocain. Vous avez ensuite, il faut des politiques industrielles dans les secteurs clés de notre transition à une économie de l'innovation, big data, intelligence artificielle, fintech, agritech, cleantech, industrie 4.0. Et qui dit politique industrielle, dit des dispositifs d'accompagnement pour leur permettre l'accès à la technologie, l'adoption, on parle d'adoption de technologies rapides, l'accès à du capital humain, l'accès à des subventions de recherche, l'accès à des marchés publics, l'accès à un accompagnement pour aller à l'international. Et ça veut dire aussi des écosystèmes industriels intégrés avec des industriels, des startups, des universités, des centres de recherche, des structures d'accompagnement et des VC. Il faut un écosystème complet. Voilà. Et il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Il y a un modèle qui est en train d'être dupliqué un peu partout dans le monde, c'est le modèle ARPA des États-Unis, qui est une agence de recherche avancée, en fait, qui mobilise ressources et compétences publiques et privées pour développer des filières à risque
que le privé, mais à fort impact. C'est comme ça qu'ils ont développé l'Internet. Ça s'appelait d'ailleurs ARPANET, du nom de l'agence. Le GPS, l'informatique quantique, les biotechnologies. C'est pour ça qu'ils ont rattrapé très rapidement le retard par rapport à l'Europe lors du Covid, etc. Il faut ensuite un environnement réglementaire et administratif qui libère le potentiel de nos startups, mais qui les contraignent, surtout dans des secteurs qui intéressent le plus les VC, les fintech. Quand tu vois les investissements au Kenya, c'est essentiellement des fintech. Le côté réglementaire bloque, c'est verrouillé, donc ça n'intéresse personne. Ensuite, il faut, en termes de cadre de la concurrence, un cadre qui protège les outsiders par rapport aux insiders. Et il faut une intégration accélérée, renforcée dans les marchés de prédilection, Diane. L'Afrique avec la ZLECAf, l'Europe, le Moyen-Orient, la région MENA. Pourquoi ? Parce que les Big Four dont on parlait ont chacun soit un marché de 100 millions d'habitants, fait pour faire de grosses startups, soit ils sont hyper intégrés dans leur zone économique, comme le Kenya en Afrique de l'Est. Et enfin, il faut une gouvernance unifiée de du champ de l'innovation. Chacun y va avec sa stratégie en termes d'innovation et ce n'est pas efficace. Il faut que tout le monde court dans le même sens. Voilà. Alors, vous avez évoqué le point des régulateurs. Je pense que c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, les régulateurs sont aujourd'hui sensibilisés à cette histoire de réglementation qu'il faut peut-être assouplir pour accompagner les startups? Nous nous efforçons de le faire, que ce au sein de l'AMIC notamment, mais aussi de GNJ, quand nous avons l'occasion de rencontrer, que ce soit à travers Banque Maghreb, que ce soit à travers la MMC. Une autre question qui intéresse souvent les entrepreneurs, ceux qui veulent lever des fonds, et on a évoqué le sujet sur les autres segments du capital investissement. Aujourd'hui, on va le faire avec vous sur le capital risque. C'est quoi pour vous, en tant qu'investisseur, une opération idéale, un deal idéal? Qu'est-ce qu'il doit cocher comme case? Il doit d'abord maximiser la valeur créée pour le fondateur et pour les investisseurs. Et ensuite, il doit créer, et pour cela, on l'a dit, il faut qu'il puisse être international, viser un marché mondial pour attirer des VC mondiaux. C'est comme ça qu'il va valoriser au mieux le... Deux, il fait pour nous le maximum d'impact. D'abord sur le plan technologique, parce que c'est important pour la transition à une économie de l'innovation, qu'on développe notre technologie. Deux, sur le plan, bien sûr, de l'emploi, de l'inclusion genre et jeunes. Il faut savoir que les startups, justement, c'est un modèle où il y a beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes. Donc on est dans les startups, on aide cette inclusion. Et puis bien sûr, sur tout ce qui est environnement, beaucoup de startups apportent des solutions pour notre transition énergétique, hydrique, le problème de l'eau au Maroc, et donc jouent le rôle pour... Donc voilà nos valeurs et impact. Alors, on en a parlé dans des épisodes précédents, ces valeurs-là et cet impact, ce n'est pas des paroles en l'air, parce que vous aussi, en tant qu'investisseur ou de société de gestion, ça vous permet aussi de mobiliser assez de fonds avec vos partenaires, notamment internationaux. Donc, ça part en cascade. Et les entrepreneurs doivent le comprendre, ce n'est pas que des paroles en l'air. Avoir de l'impact, notamment durable, et sur le recrutement et les capitaux humains, c'est quelque chose qui permet vraiment de mobiliser des fonds, ce n'est pas des paroles en l'air. Farid, une réaction ? Oui, Tarek, tu as parlé en termes de statistiques. Depuis 2018, on parle d'à peu près plus de 120 actes d'investissement sur le capital risque et capital amorçage. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques exemples de startups qui ont réussi la levée de fonds, le développement et peut-être aussi une belle sortie? Oui, voilà, donc comme on disait tout à l'heure, on n'a pas encore de recul, mais on observe quelques opérations qui se font. Dabadoc, Orange a racheté, voilà déjà une première sortie en 2021. En 2023, toujours Orange Digital Venture a fait une sortie partielle de Chari, ce qui démontre qu'il y a un peu de liquidité. Et puis, Instadep, que tu connais bien, Farid, cofondé par un Marocain actif au Maroc, mais installé en UK, a pu être vendu à BioNTech pour 600 millions de dollars. Donc on n'est pas loin de la licorne. Ce qui démontre encore une fois, Deep Tech, parce qu'ils sont dans l'IA décisionnelle, dans les systèmes d'IA décisionnels aux entreprises, donc Deep Tech et internationalisation.
Bon, pour le pipe actuel, ce qu'on observe, c'est que, il y a une maturation des business models. Oui. Eux-mêmes sont arrivés à un certain degré de maturité et il y a de l'intérêt de VC internationaux qui commencent à regarder dans nos portefeuilles. Et on a en pole position dans les portefeuilles Innov Invest, globalement, pas simplement Azure Innovation, 2 pépites qui feront rapidement une belle sortie, Cloudfreight et Sowit. Très bien, on va faire un focus sur ces startups, essayer d'en parler un peu plus dans de prochains épisodes. Une question à laquelle vous avez un tout petit peu répondu, mais on va essayer de schématiser tout cela. Vos conseils à un entrepreneur qui veut aujourd'hui faire appel à vous, notamment à Azure Innovation ou à d'autres fonds de private equity, qu'est-ce qu'il doit faire, comment le faire, qu'est-ce qu'il doit cocher pour vous plaire? Alors, il doit d'abord, si oui, je m'adresse à lui, adressez-vous à l'entrepreneur. d'abord prouver dans les faits la traction commerciale, le nombre de clients, le lifetime value qui est en fait le chiffre d'affaires réalisé durant la durée de vie avec le client. Ces indicateurs doivent exister et être en augmentation. Ensuite, le churn, qui est le taux de perte de clients, doit être en baisse. C'est ça une traction. Il doit venir avec ces chiffres-là. Il doit démontrer la capacité bénéficiaire, c'est-à-dire la capacité à créer un EBITDA positif à bref échéance. Okay. Et donc, des coûts de recrutement des clients en baisse, des taux de marge en hausse, ce sont des choses chiffrées. Et puis, démontrer une scalabilité, c'est-à-dire une capacité à combiner croissance rapide et capacité bénéficiaire. Donc, moins de diapos sur le côté révolutionnaire de la solution et plus de diapos sur la traction commerciale, la capacité bénéficiaire et la scalabilité. Excellent. Je pense qu'on va clôturer sur ce très beau message clair, limpide. On n'en attendait pas moins de votre part, Tariq Hadi. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Azure Innovation Fund. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Khalid Moulfoudail, merci et à la prochaine. À la prochaine.